Bienvenue pour cette nouvelle soirée à la Maison Française, une soirée littéraire avec une écrivaine, une autrice, et nous sommes à plus d'un titre très heureux de la recevoir. D'abord parce que c'est un peu chauvin, mais Cécile Balavoine est une ancienne étudiante du programme de NYU. Elle a passé sa thèse à NYU. Et donc, de savoir que des anciens étudiants puissent faire carrière, devenir écrivaine, c'est quand même le signe d'une grande réussite. Et la deuxième raison aussi, c'est que son livre concerne une personnalité très importante dans l'histoire du département de français, qui s'appelle aujourd'hui Department of French Literature, Thought and Culture. Ce département de français avait parmi ses enseignants Serge Doubrovski, et cette figure est à la fois celle de l'université de NYU, mais aussi celle de l'histoire de la pensée française. Il a été l'un des grands auteurs de la nouvelle critique. Il a révolutionné avec d'autres la critique littéraire, notamment par ses écrits sur Corneille, mais aussi particulièrement sur Sartre. C'était un des très grands connaisseurs de Sartre, un lecteur très original de Sartre, mais aussi de Proust, etc. Et c'était aussi un auteur, un écrivain qui est, on pourrait dire, le fondateur de ce genre, ce qui s'appelle l'autofiction. Alors que Serge Doubrovski, fondateur de l'autofiction, soit l'objet d'une autofiction, rien de plus normal. Et en tout cas, c'est dans cet héritage, de cette continuité, que nous accueillons ce soir Cécile Balavoine, grâce à l'une de ses anciens professeurs, Claudie Bernard, et qui ne peut pas être plus appropriée pour parler de ces questions-là, non seulement parce qu'elle a été la collègue de Serge Doubrovski, mais aussi parce qu'elle est spécialiste du roman, particulièrement du roman du 19e siècle, mais aussi spécialiste par ses nombreux livres de la question de la fiction, de la fiction historique, mais aussi tout simplement de ce que c'est que la fiction, et qui est un sujet inépuisable, toujours discuté aujourd'hui. Donc, bienvenue, et Claudie Bernard. Claudie, je te laisse la parole pour dialoguer avec Cécile Balavoine. Merci François. Bienvenue Cécile Balavoine. C'est pour moi un plaisir particulier de vous accueillir, puisque ça fait bientôt 20 ans que nous avons été en contact, vous comme étudiante dans le programme. J'ai dirigé votre thèse, brillante d'ailleurs, sur la question de la représentation de la Vierge Marie de Lourdes, chez Zola et chez Huysmans. Mais vous avez aussi, bien sûr, à l'époque suivi des cours avec Serge Doubrovski, dont François vient de nous parler. Et ces cours vous ont évidemment inspiré, puisque vous êtes, après la thèse et après quelques allers-retours entre New York et Paris, vous vous êtes installée de l'autre côté de l'Atlantique, et vous êtes donc devenue romancière, publiée au Mercure de France. Votre premier roman, Maestro, Mercure de France, donc 2017, il n'y a pas très longtemps, vous a déjà fait connaître. Et le deuxième, Une fille de passage, c'est celui que nous célébrons aujourd'hui. Il vient de sortir également donc au Mercure de France. Alors, comme Maestro, Une fille de passage relève de l'autofiction, et doublement, puisque il met en scène une fille qui se raconte, mais aussi l'inventeur du mot, sinon de la chose, autofiction, en l'occurrence Doubrovski. Et ce titre, Une fille de passage, fait écho à un titre de Doubrovski lui-même, Un homme de passage,
Il s'agit d'un roman paru chez Grasset en 2011. Une fille de passage répond aussi à un autre livre de Dubrovsky, Le livre brisé, et toutes les mortes qui peuplent ce livre brisé hantent en quelque sorte une fille de passage. Dans Une fille de passage se développe donc entre l'étudiante, aspirante écrivaine et le professeur qui, nous est-il précisé, à l'âge de son grand-père, une relation tout à fait originale, ni amour, ni simple amitié, ni pur mentorat. Nous en parlerons évidemment au cours de cet entretien. Cette relation est scandée de passage, une fille de passage. Alors, passage entre New York et Paris, passage aussi entre l'état de fille, de jeune fille, à l'âge adulte, me semble-t-il. Il y a un aspect de roman de formation dans ce texte. Et puis, peut-être surtout, passage à l'écriture, puisque vous racontez dans ce livre comment en fait, vous êtes devenue écrivaine. Alors, ma première question, eh bien, ce serait le rapport avec le roman précédent, Maestro, puisque dans les deux cas, alors Maestro est aussi une autofiction qui raconte la relation entre une jeune femme et un homme plus âgé qui est un chef d'orchestre prestigieux, un maître, pour la pianiste et la mélomane, qui est le personnage. On voit donc une relation qui est assez similaire à celle que décrira Une fille de passage. Et Maestro est aussi un roman de passage, en particulier de déplacement géographique. Le personnage de Cécile est un globe-trotter pour le journal qui l'envoie aux quatre coins du monde écrire des articles. Évidemment, le rapport amoureux est un petit peu différent dans Maestro, dans la mesure où, quoique Maestro reste anonyme, le rapport est clandestin, il est décrit comme tel, et puis les périodes de l'existence de la fille, du personnage, Cécile, sont également un peu différentes dans Maestro. On a plus de passages sur l'enfance, dans le cadre de la famille, plus aussi de passages sur la maturité et la carrière de journaliste. Enfin, Maestro est sous le signe de la musique, de Mozart, au lieu qu'Une fille de passage sera sous le signe de l'écriture. Alors, je voudrais vous demander comment vous êtes passé de Maestro à Une fille de passage. Alors tout d'abord, bonjour Claudie, et puis merci d'être en conversation avec moi aujourd'hui parce que c'est très important pour moi d'être de retour à New York, virtuellement en tout cas, et à la Maison Française. Donc, merci. Alors, comment je suis passée de l'un à l'autre? Je dirais presque, comment de Maestro à Une fille de passage, c'est presque même l'inverse. Comment d'une fille de passage à Maestro? Et tout simplement parce que Maestro, c'est un roman que je portais depuis très longtemps, en fait, l'idée d'écrire sur Mozart et en tant que personnage qui m'a hantée, et ça, la hantise, on va en reparler, depuis très longtemps, parce qu'enfant, j'étais hantée par Mozart ou habitée, comme on est habité par un ami imaginaire parfois quand on est petit. Et je savais que c'était une histoire peut-être pas banale, en fait, d'être amoureuse d'un mort. Quand j'étais enfant, j'étais amoureuse de ce Mozart. Et je me disais, mais il faut que j'écrive sur ça. J'aimerais un jour écrire sur ça. Seulement, je pense que je pensais qu'il fallait absolument que j'écrive de la fiction. Et j'ai essayé pendant des années d'écrire des débuts d'histoire avec... ça se passait sur différents niveaux d'époque. Enfin, il y avait le XVIIIe siècle, bien sûr, l'époque de Mozart, et puis le XXe siècle finissant. Et en fait, j'ai écrit peut-être 20 débuts de ce roman, et ça ne fonctionnait pas, parce que ça sonnait faux, en fait, d'essayer d'inventer une histoire. Pour moi, ça sonnait faux. Et donc, je l'ai laissé de côté. Et puis, le temps a passé, j'ai soutenu ma thèse en 2004 avec vous,
Et en 2005, j'ai eu mon premier poste à Columbia. Et à ce moment-là, j'ai enseigné tous les jours, mais seulement 2 heures par jour. Et je me suis dit, là, il faut que tu écrives. Parce que si tu n'écris pas maintenant, c'est que en fait, c'est juste une idée et tu ne le feras jamais. Et à ce moment-là, j'ai écrit quelque chose de complètement différent. C'était un texte que j'ai intitulé La Bonne Étoile, mais qui n'a pas abouti, qui était une sorte de brouillon, en fait, dans lequel je parlais de mes rapports à la judéité. Parce qu'en vivant à New York, effectivement, j'étais entourée d'amis juifs et je sais pas, je célébrais Shabbat quasiment tous les vendredis soirs. Et Serge Doubrovski, avec qui j'avais eu donc une relation très forte, m'avait beaucoup parlé évidemment de l'époque de la guerre où il a été caché. Et bon, évidemment, j'avais lu ses livres. Et l'histoire que j'avais vécue avec lui était présente dans ce texte qui n'a jamais été publié. Et en fait, je l'ai envoyé, ce texte, il a été refusé. Et puis, le temps a passé et je suis revenue à cette histoire de Mozart. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que grâce à une histoire de passion, une passion amoureuse qui m'est arrivée, j'ai eu un déclic. Je me suis dit finalement, cette histoire de Mozart, je vais raconter ma vraie histoire d'enfant et je vais transposer cette histoire d'amour. Et ce sera une réponse entre l'histoire de l'enfant qui est amoureuse d'un mort et une adulte qui tombe amoureuse d'un chef d'orchestre, parce que choisir un compositeur aurait été un petit peu banal et difficile. Donc, j'ai écrit ce maestro d'abord. Mais j'avais toujours cette bonne étoile dans mes tiroirs. Et quand Maestro a été publié, d'ailleurs, ça, je le raconte, le livre Maestro est arrivé dans la boîte aux lettres de Serge le jour de sa mort. Il faut savoir que c'est lui qui m'a encouragée à écrire. Et donc, c'était quand même très, très troublant, moi qui en plus suis animée par les fantômes. Alors, évidemment, je pense que je n'aurais pas pu écrire sur Serge de son vivant, vraiment. Et là, écrire cette fille de passage, ça a été une sorte de travail de deuil aussi, parce que ça a été quand même un deuil pour moi, même si ce n'était pas mon grand-père, ou pas un mari, ou pas un amant. Voilà, j'ai eu quand même besoin de raconter cette histoire, de la garder. Et ce premier texte, donc premier écrit, eh bien, il m'a aidée parce qu'il y avait des éléments dont je ne me souvenais pas, des éléments de détail, et ça m'a permis en fait d'étoffer ce texte. Merci. Et cela éclaire effectivement considérablement la jeunesse d'une fille de passage. Mais si je puis me permettre de rajouter, oui. Il y a peut-être quelque chose qui lie ces deux textes aussi, je dirais que c'est la musique, parce que même si Une fille de passage n'est pas un texte sur la musique, c'est quelque chose qui est pour moi primordial que d'écrire de manière musicale, pour suivre l'enseignement de Verlaine. Nous reviendrons peut-être sur ces questions de style. Oui, oui, oui. Dans l'immédiat, je voudrais rester un petit peu à la surface du texte et je signalais que dans Une fille de passage, que voici, donc nous avons l'image de l'écrivaine penchée sur son bureau. Le bureau de Serge Doubrovski, quand même. En réalité, il y a beaucoup de mouvements. Dans le texte, il y a beaucoup de passages. Alors, Doubrovski lui-même se décrit constamment comme un homme de l'entre-deux, notamment aux deux continents, l'Europe et l'Amérique. Et dans Maestro, on avait également beaucoup de déplacements. C'était plutôt entre la France et l'Autriche, Salzbourg, évidemment, la ville de Mozart. Il y avait quelques autres déplacements. Alors ici, dans Une fille de passage, nous avons aussi beaucoup de va-et-vient. J'ajoute que vous êtes en ce moment en Grèce, à Épidore, pour ajouter encore une dimension de déplacement géographique. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette question des déplacements, mais aussi de ce choix de l'itinérance, en fait, et peut-être de ces deux pôles qui structurent le roman, c'est-à-dire
Paris, le port d'attache, et New York, que votre personnage arpente en touriste, en curieuse, fascinée. À vous. Oui, alors je dirais que tout simplement le fait que je voyage beaucoup et que j'ai vécu dans différents endroits, c'est imposé dans le texte aussi puisque j'écris sur moi et c'était évident que j'allais devoir composer avec le fait qu'il y a en permanence des déplacements dans ma vie et donc dans l'histoire. Alors évidemment, c'est un peu troublant aussi parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, donc ce personnage de Serge Doubrovski coupé en deux entre deux continents. Pour moi, c'est peut-être un peu plus que ça encore, puisqu'il s'est ajouté le travail de journaliste de voyage, donc ce qui fait que, évidemment, j'avais de nombreux déplacements. Je dirais que finalement, ça a peut-être parfois posé problème, c'est-à-dire que c'était un peu trop foisonnant. Alors, parce que, évidemment, ça pose la question de comment on construit. J'ai l'impression que ma connexion n'est pas bonne. Vous m'entendez? Moi, oui. Vous m'entendez? on Ah vous bon, entend. donc parce que ça m'a dit connexion mauvaise. Bon, très bien. Donc oui, ce foisonnement des voyages, il fallait bien que je les limite. Et ça posait du coup la question de comment on construit un texte d'autofiction, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Et l'essentiel étant, en tout cas dans Une fille de passage, ces deux pays, ces deux continents, puisque ça correspondait aussi à une espèce de veine doubrovskienne, si on veut. Mais je ne pense pas que je l'ai fait vraiment en conscience, si vous voulez. Oui, évidemment, il y a des endroits où, il y a des passages dans le texte où mon personnage se trouve à San Francisco ou d'autres endroits, ou au Texas. Et ça peut ajouter un élément important, mais voilà, le centre étant New York et Paris, puisque l'appartement où j'ai vécu dans la réalité et où se déroule l'histoire, c'est à New York. Donc voilà, c'était vraiment qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, mais principalement ces deux villes étant les deux pôles principaux. Et alors, il y a quand même un point fixe dans ce roman Une fille de passage, c'est l'appartement de Doubrovski au Washington Square Village, c'est-à-dire tout près du campus, si l'on peut parler du campus de NYU, au cœur de Manhattan. Cet appartement que vous avez sous-loué avec des camarades, donc il est bien sûr central, mais en même temps, c'est un hébergement temporaire, partagé aussi, hein, où vous menez une vie de bohème, bon, une vie estudiantine, et qui néanmoins est quand même plein de la présence, si l'on peut dire, à travers ces objets de Doubrovski lui-même, et davantage qui est en quelque sorte hanté par les femmes, les épouses notamment, de Doubrovski qui l'ont habité. Et en particulier Ilse, qui est la seconde épouse de Doubrovski et qui est morte à Paris, bien sûr, mais que Doubrovski a pleuré en un sens aussi à New York. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ce rôle de l'appartement. Oui, il est fondamental en fait cet appartement parce que il est le lieu. Je pense qu'il y a, en tout cas, la première partie de ce texte, c'est une sorte de huis clos à l'intérieur et des angoisses qui se développent à l'intérieur, et notamment le fait que, et ça c'est un petit peu, c'est ce qui fait l'étrangeté du texte, et j'ai intitulé cette première partie d'ailleurs l'inquiétante étrangeté, c'est que habiter dans un lieu où s'est déroulée une histoire, et une histoire qu'on a lue, c'est tout à fait singulier. Et en particulier quand on est, je sais pas, je me considère un peu comme une ultra sensible, extrêmement sensible, et j'avais l'impression d'absorber l'esprit des lieux. Et donc, de savoir que cette femme avait vécu là, qu'il y avait eu des scènes de ménage qui s'étaient déroulées là, que certes, elle n'était pas morte là, mais il y avait cette chambre avec ces couvre-lits bleus que je décris et qui sont décrits dans le livre brisé. Soudain, arriver là et habiter là, c'était comme être aussi habité
par la présence de cette femme qui était morte. Il me semble que les lieux, oui, sont imprégnés de ce qui a été vécu dedans. Donc ça a été à la fois intense et extrêmement difficile. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce texte, ou plutôt quand j'ai eu l'idée d'écrire ce texte, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu banal ton histoire, parce que, une étudiante avec un prof, si je le résumais, c'était vraiment banal et j'avais presque honte de dire je suis en train de raconter le lien que j'ai eu avec Serge Doubrovski. Oui, bon, c'était mon prof et mon mentor, voilà. Un écrivain, autofiction, etc. Et un jour, j'ai raconté j'ai un peu parlé de ça avec une de mes amies auteurs qui s'appelle Laurence Tardieu, que j'admire et qui m'a beaucoup aidée au départ quand j'ai publié Maestro. Et un jour, je lui raconte ça, je lui dis, mais tu sais, je trouve que c'est un peu banal. Et là, elle me dit, mais tu viens de te rendre compte que tu m'as raconté cette histoire d'appartement, de hantise, ce cabinet de manuscrits dont on parlera tout à l'heure. Et elle m'a dit, mais je vois déjà la scène de la manière que tu me la racontes, dont tu me la racontes. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait, c'est l'appartement. Et je pense que si vous le permettez, je vais peut-être lire juste le tout début du texte qui se passe dans l'appartement. On peut faire ça? Ouais. Oui. C'était la première fois qu'il m'invitait. J'avais sonné, les bras chargés de soleil. Sa voix s'était aussitôt fait entendre. Il me priait d'entrer. J'avais trouvé la porte entrebâillée et lui, assis sur le grand canapé du salon, pliant le New York Times. Il s'était levé, s'était saisi des fleurs un peu surpris, les avait disposées dans le vase en cristal qu'il était allé chercher dans un placard de la cuisine, ce que j'avais pu observer, puisque la dite cuisine n'avait pas de porte et qu'une large ouverture, sorte de bar, la reliait au salon. Puis, posant le bouquet sur une vieille table en chêne, placée sous un lustre en étain, il m'avait demandé quelle chambre je comptais choisir. La question m'avait semblé tout à fait naturelle, même si je n'étais jamais venue chez lui. Les lieux ne m'étaient pas inconnus. Il le savait. Tout comme moi, je savais que je ne choisirais pas la chambre bleue, avec les lits jumeaux et les vestiges de sa vie conjugale, ni non plus celle proche du salon, où il lisait et travaillait. Il m'avait conduite à travers les pièces, et quand nous étions arrivés devant un cagibi, dans le couloir, juste avant la grande chambre du fond, celle qui lui servait de bureau, la plus grande, avec sa salle de bain et son dressing, il m'avait déclaré que s'il venait à mourir, il me faudrait en briser le cadenas afin de rassembler ses manuscrits et les remettre à l'institut dont j'ignorais alors le nom. Il m'avait aussitôt noté sur un morceau de papier. Il aurait pu tout simplement me dire où se trouvait la clé du cadenas à briser, mais il ne m'en avait rien dit. Et j'avais, dans une sorte de panique, pensé que je risquais de ne pas savoir comment m'y prendre, n'ayant jamais brisé de cadenas. Merci. Alors, justement, à propos de ce cadenas, on s'empêcher de penser, à cause des femmes mortes qui hantent l'appartement, on ne peut pas s'empêcher de penser à la barbe bleue et à cette fameuse salle où la jeune épouse n'a pas le droit de pénétrer. Et je l'épigraphe de votre livre, mais ensuite, après nous avoir lu cette épigraphe, j'aimerais que vous nous parliez évidemment justement de ces mortes. On sait que Doubrovski fait étalage de toutes ses conquêtes, de Josie l'Irlandaise à Élisabeth l'ultime. Elles ont été nombreuses et puis toutes sont presque toujours aussi chez lui ramenées à la figure de la mère. Le féminin, c'est avant tout le maternel. Mais parmi toutes ces femmes, évidemment, celle qui vous a le plus retenu, c'est Ilse. C'est celle notamment du livre brisé. Enfin, c'est celle dont le livre brisé raconte à la fois la rencontre et puis la relation, le mariage avec Doubrovski jusqu'à sa mort. Et avec Ilse, vous avez clairement un
un rapport de, non seulement de sympathie, mais je dirais même quelque part d'homologie. Hein. Bien sûr, il y a 20 ans de différence entre elle et vous, mais vous aviez le même âge, plus ou moins, hein, lors de la rencontre avec Dubrovsky. Elle aussi était une étudiante. Vos prénoms même, Cécile, Ilse, il y a presque une homophonie entre eux. Je n'ai jamais vu de photo d'Ilse, mais vous, vous proposez des portraits dans le livre, cheveux auburn, yeux marrons, visage rond. Bon, voit, on voit les rapports. Ilse est l'Autrichienne, hein, et vous avez ce rapport spécial à l'Autriche, le pays de Mozart, vous êtes germanophone. Et puis la tentation dépressive, voire suicidaire. Donc, tout cela, vous parlez même d'une espèce de jalousie que vous avez eue à cause des autres maîtresses qui ont supplanté Ilse. Donc, j'aimerais qu'après nous avoir lu l'épigraphe, vous parliez de cette hantise par Ilse. Alors, oui, ça me semblait évident de dire que, de citer Perrault et de dire c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Et effectivement, dans son histoire, avec toutes ces femmes qui meurent les unes après les autres, il a aussi dit à plusieurs reprises, finalement, je tue une femme par livre. Alors symboliquement, évidemment, mais quand même, il y avait eu beaucoup de femmes mortes autour de lui et c'était inquiétant. Lorsque je l'ai rencontré, il y avait forcément en arrière-pensée, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je le fréquente, bien sûr. Mais aussi parce que je le disais tout à l'heure, les fantômes, c'est un sujet qui m'intéresse. Et d'ailleurs, vous, Claudie, vous le savez très bien, parce que je pense que si j'ai travaillé sur le 19e siècle, c'est parce qu'il y a des fantômes, que ce soit chez Gautier, chez Naudier, chez Mérimée, pour finir, il n'y a pas que des mais je ne sais pas, Bram Stoker, bon, voilà, Hoffman, par exemple, bon. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, j'ai fait une thèse sur Lourdes et sur la figure de la Vierge. Et d'une certaine manière, cette Vierge qui apparaît, c'est une forme de revenante, une forme de fantôme. Donc oui, c'est un sujet qui me fascine. Le lien avec l'au-delà me fascine. Et je pense que dans la vie réelle, quand j'ai habité dans cet appartement, forcément, j'étais fascinée par elle. C'était le livre brisé, c'est le premier livre que j'ai lu de Serge Dubrovsky. Et tout à coup, j'habite dans un lieu où s'est déroulée cette histoire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur ça. Et il me semblait qu'elle était là, qu'elle vivait, qu'elle était présente dans les interstices du parquet, dans les craquelures des murs, enfin voilà. Et effectivement, je me suis sentie investie d'elle. Et il y a même un passage que je n'ai pas raconté parce qu'il ne s'intégrait pas bien dans le roman, mais un moment où un soir d'ivresse, voire plus, j'ai eu une sorte d'hallucination où j'ai eu l'impression que j'étais devenue Ilse morte. Et c'était extrêmement troublant. Et ça m'a conduite d'ailleurs à des moments de crise de panique très, très forts que je décris dans le texte. Mais c'est aussi, évidemment, quand on écrit, on prend les substances les plus importantes de ce qui nous est arrivé quand on écrit sur soi. Et donc, je pense que c'est une exacerbation aussi de ces moments-là. Évidemment, il s'est passé des choses entre deux moments d'angoisse qui étaient tout à fait banales. Mais je pense qu'en mettant bout à bout ces moments de hantise, alors ça rendait ce texte romanesque. Et ce n'était pas juste un récit de ma relation avec lui, mais finalement, cette histoire, c'est ma relation avec lui, mais ma relation avec ces femmes aussi. Et mon rôle, enfin en tout cas dans mon personnage, c'est quel est son rôle par rapport à ces femmes qui ont été ces femmes, tandis que elle, cette Cécile du livre, elle n'est pas une amante, pas une maîtresse, pas une épouse. Alors, j'aimerais évidemment que vous élaboriez un petit peu sur cette relation, hein, cette relation
que vous appelez indéfinissables. Alors, des relations entre une jeune femme et un homme beaucoup plus âgé, bon, ben, il y en a beaucoup dans la littérature. Hein. Bien sûr. Les sauter sur le 19e, mais on peut penser au 18e à ce roman merveilleux, l'histoire d'une grecque moderne de l'abbé Prévost, et puis bien sûr au 20e siècle, qu'il s'agisse de La femme et le pantin, Lolita, l'amant de Marguerite Duras, etc. Bon, on en a, mais la relation que vous avez eue, vous, est évidemment assez particulière, et votre personnage, Cécile, oppose à Dubrovsky ce qui est très rare, en tout cas ce qu'il le confesse très rarement dans ses romans, c'est-à-dire une résistance, non seulement d'avance, mais même à une demande en mariage. Donc ce personnage de Cécile, vous le décrivez à la fois dans une sorte d'intimité quasi ménagère avec Dubrovsky. Cécile assiste aussi à ces maladies, à ce processus de vieillissement, puisque votre roman se déroule sur en fait plusieurs décennies. 20 ans, oui. Oui, donc lorsque le roman se déplace à Paris, Cécile a avec Dubrovsky une relation qui repose de plus en plus sur les confidences, les récits, le discours. Hein. Ça n'est pas du tout une liaison tempétueuse comme on nous en a raconté, hein, la liaison avec Rachel dans Un amour de soi, bon, avec Ilse dans Le livre brisé, avec elle, hein, mais c'est quand même une relation qui est très tendue. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez et puis que vous nous parliez aussi de ce côté parfois un petit peu comique, parce qu'il y a aussi de l'humour dans le texte, et notamment le grand-père, hein, puisque vous rappelez à Dubrovsky que quand même, il a l'âge de votre grand-père, lui-même joue avec cette notion. Il y a pourtant quelque chose de tragique, voire de désespéré, hein, dans cette notion du grand-père. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de cette relation, sans oublier bien sûr que dès le début, Cécile projette sur l'homme ce qu'elle sait de l'écrivain, puisqu'elle a lu les livres avant de rencontrer la personne, et même qu'au début où elle lit ses livres, elle pensait qu'il était mort. Oui. Voilà. Donc, si vous pouvez nous parler de cette relation assez particulière. Oui, alors oui, parce que d'ailleurs, je dirais que ce livre, le but, c'était de décrire, de trouver un mot. En fait, je pense que ce livre, c'est la quête d'un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'était ni une relation amoureuse, ni une relation filiale, ni une relation d'amitié réelle, parce que c'était une amitié si particulière, et il me semble que j'ai eu besoin en fait, de raconter cette histoire pour dire il n'y a pas de mots dans la langue française pour décrire ce qui s'est passé là, mais c'était quelque chose de fort. Et puis les trois parties de ce texte montrent aussi 3 étapes de la relation, une sorte d'évolution de cette relation. Mais vous parliez tout au début de références littéraires et aussi de références littéraires qui parlent de relations asymétriques, en fait, et où on ne sait pas très bien qui se joue de qui, à quel moment lequel a le pouvoir, finalement. Hein. Dans La femme et le pantin, par exemple, bon, on se demande parfois. Et je dirais que là, c'était aussi ça que je voulais mettre en avant, et en particulier dans le contexte actuel. Alors, évidemment, je soutiens absolument les mouvements féministes actuels, mais je voulais aussi montrer une autre forme de relation entre un homme blanc, plus âgé, qui a une sorte de pouvoir, et une jeune femme, alors déjà une femme, pas une adolescente, mais quand même intimidée par cette aura du professeur, de l'écrivain, etc. Et je voulais aussi montrer que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que
oui, on pourrait dire, ben oui, il était le dominant, mais non en fait, parce que finalement, on avait tous les deux une sorte de pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir de ma jeunesse et j'en avais pleinement conscience. Et c'est ce que je raconte dans ce texte aussi, montrer comment cette jeune femme, ben, à un certain niveau, elle le manipule, de même que lui essaye de le manipuler. Mais c'est bien au-delà, au fond. C'est parce qu'au fond, il y avait une histoire d'amour, mais un amour très singulier. Et il fallait, je pense, raconter l'évolution de la relation pour pouvoir finalement non pas donner un nom, mais montrer comment il y a un spectre très large des sentiments et qu'on peut éprouver pour quelqu'un un amour un peu indéfini. Et vous parliez du grand-père. Évidemment, la figure de mon grand-père était très présente pour moi parce que j'avais quand même conscience qu'il y avait ce lien de séduction. Et là, je parle d'un rêve de la narratrice où elle rêve de son grand-père et c'est un petit peu une mise en garde. Attention, cet homme, n'oublie pas que c'est un homme qui a 45 ans de plus que toi et qui veut te séduire. C'est pas ce que tu recherches. Mais je pense que quand même, la question de la séduction, elle est essentielle. Et là, je suis en Grèce, on sait très bien comment la séduction est importante dans les rapports entre maître et élève. Et je pense que sans cette séduction, et ça c'est quelque chose dont j'avais pleinement conscience lorsque je vivais l'expérience, et puis aussi dans le texte, je le dis ça, c'est que la séduction, sans la séduction, il n'y aurait pas eu cette richesse de la relation. Et je pense autant pour lui que pour moi, mais il fallait passer par toutes ces méandres de la séduction pour atteindre quelque chose d'intense et de fort et d'apprendre l'un de l'autre, je pense. Donc oui, mais je dirais aussi, puisqu'on parlait des noms on avait discuté un petit peu de ça, les noms donné à ce personnage de Serge Dubrovsky. Donc, c'est au départ Serge Dubrovsky, puis Dubrovsky, puis Doudou, puis Serge, puis Cher Serge, comme il m'avait demandé de le nommer. Et effectivement, je me suis posé à un moment la question de savoir est-ce que je nomme Serge Dubrovsky ou est-ce que simplement je dis un écrivain parce que je voulais qu'on s'intéresse à cette histoire, non pas parce qu'il s'agissait de Serge Dubrovsky, mais parce qu'il s'agissait d'une histoire d'amour singulière, une histoire d'amitié singulière, d'une amitié amoureuse sans véritable nom, et que ça aille au-delà, évidemment, de ce personnage qu'on connaît. Voilà. Très bien. Oui, en effet, Dubrovsky a demandé que vous l'appeliez Cher, C-H-A-I-R, Serge. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, oui, vous dédiez le livre à mon cher Serge, toujours A-I-R. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce mot? Alors, bien sûr, Dubrovsky adore les calembours et ce n'en est qu'un de plus. Mais qu'est-ce que cela vous suit? Oui, alors, en fait, il disait toujours, notamment en interview, il disait toujours, mais en fait, personne ne s'intéresse à moi en tant que moi en tant qu'individu. On s'intéresse à Serge Dubrovsky, l'écrivain, ou Serge Dubrovsky, même le personnage. Et d'ailleurs, il avait tendance à dire que la critique disait, enfin, il me semble que la critique mettait Serge Dubrovsky entre guillemets quand il s'agissait du personnage et Serge Dubrovsky sans guillemets quand il s'agissait de l'homme. Mais il disait quand j'allais à des conférences ou quand on m'interviewait pour voilà, on s'intéressait au fond pas à l'homme, mais au personnage. Et au moment de notre rencontre, c'est vrai que c'était la première chose qu'il m'a dit, c'est attention, moi je veux que vous vous intéressiez à moi l'homme, pas le Serge Dubrovsky que vous avez lu. Et un jour, donc, en fait, notre relation a commencé de manière assez épistolaire, même s'il avait été mon prof à NYU la première année où j'étais à NYU en 97. Lorsque j'ai sous-loué son appartement, il m'a demandé en fait de lui renvoyer son courrier régulièrement à Paris. Et c'est comme ça qu'une correspondance est née. Et à un moment, quand la correspondance est devenue plus intime,
il m'a demandé, écrivez mon cher Serge, s'il vous plaît. Et c'est resté en fait ce jeu de mots parce qu'il voulait vraiment dire écrivez à moi l'homme et pas moi le personnage que vous avez lu. Oui, alors c'est aussi intéressant parce que ce cher, C-H-A-I-R, évidemment fait penser à chair. Après tout, vous êtes l'un et l'autre bilingues, vous êtes même trilingue, vous, puisque vous êtes aussi germanophone. Donc, d'un côté, le maître, et de l'autre, la chair, évidemment, hein, qui est là, qui renforce le cher de la simple amitié. Donc, tout ça est présent dans cette formule, cette formule qui n'acquiert tout son sel qu'à l'écrit, d'ailleurs. Hein, oui. Lettres, et c'est aussi intéressant. Alors, j'aimerais revenir un petit peu, avant de parler vraiment de l'autofiction, sur votre personnage. Ce personnage de Cécile, qui est donc un jeu en formation, hein, puisque, comme vous l'avez dit, le roman s'étale quand même sur presque 30 ans, c'est ça? 20 ans. 20 ans, d'accord, 20 ans. Alors, l'autofiction, avant d'en venir vraiment à des questions plus génériques, elle est d'abord l'évocation de ce jeu qui grandit dans un corps féminin qui se sait désirable. Il y a effectivement certaines coquetteries qui est présente là, mais qui aussi, j'ai trouvé cela intéressant, qui subit la maladie, ce thème de la maladie, et alors non pas en ce qui concerne le personnage du vieillissement, mais quand même du passage du temps sur le corps. Hein. Ce thème de la maladie qui notamment se manifeste par les doigts qui se paralysent, et les doigts qui se paralysent, bon, pour une pianiste, c'est évidemment une catastrophe, mais pour une écrivaine, même avec les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est également quand même une maladie intéressante. Hein. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage et puis que vous nous parliez aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit d'autofiction, l'autofiction exige, enfin, le pacte autobiographique exige la sincérité, et on sait bien que dans le livre Brisé, il est intime à Dubrovsky de tout dire, y compris les scènes de ménage, les beuveries, les coups. Donc, j'aimerais que vous commentiez aussi cette impossibilité de tout dire, hein, parce que le jeu n'est jamais il ne peut se saisir que comme fragment, hein, comme toujours un autre, hein, selon la fameuse formule de Paul Ricoeur, soit comme un autre. En plus, ce jeu est très souvent truqué. Hein. C'est un jeu on a parfois l'impression que le jeu vit pour s'écrire plutôt que qu'il vit. Hein. Voilà, alors parlez-nous de ce personnage. Alors oui, effectivement, à partir du moment où on se raconte, on est obligé de condenser, de trouver les moments essentiels. Et je dirais que pour moi, il a fallu me souvenir de quels étaient les moments les plus marquants. Et je ne savais pas, par contre, la chronologie, comment j'allais commencer cette histoire et par où. Donc, il y a eu des allées et venues de chronologie. Et donc, oui, évidemment, ça change le personnage selon qu'on commence par la fin, le début, etc. Mais ce que je dirais, c'est que en choisissant ces moments, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que ça exacerbe l'importance, ça exacerbe le réel. Et
Pardon, oui, parce que il y avait tellement de choses dans votre introduction que je ne sais plus par où commencer pour tout vous dire. Mais je dirais que par rapport à comment on vit le réel, je pense qu'on va commencer par ça, parce que effectivement, il y a une petite phrase chez Annie Ernaux qui m'a énormément marquée dans Passion simple, qui est un texte qui est fondamental pour moi. Elle dit qu'elle vivait les moments de cette passion sur le mode romanesque. Et il me semblait que cette histoire d'amour, ou cette histoire d'amitié vécue avec cet homme tellement plus âgé et puis que j'admirais à ce moment-là, j'avais la conscience de la vivre comme quelque chose de hors norme. Et avec peut-être l'idée, quelque part, de l'écrire à un moment ou un autre, même si je ne savais pas comment. Et voilà. Et en ça, je pense que c'est peut-être le propre de certains auteurs, en tout cas. Et lui-même, je me souviens d'un moment dans la relation, et ça, je le raconte, c'est que peu de temps après notre rencontre, un jour, on se retrouve au restaurant et il me dit, alors même qu'il ne s'était rien passé entre lui et moi, il me dit, si je dois écrire sur nous, j'écrirai « on se vouvoie, on se louvoie ». Et ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais dit, mais alors il pense déjà à comment il va écrire notre histoire alors que notre histoire n'a pas commencé. Et il me semble que c'est quelque chose qui est présent chez moi aussi, ou qu'il était d'autant plus quand j'étais jeune, puisque plus on est jeune, plus on vit des choses extraordinaires. En vieillissant, ça devient un peu plus calme. Mais il y a de ça. Et après, quant à la construction ou la reconstruction du personnage, je dirais que ce qui est peut-être plus troublant, c'est-à-dire, je ne pense pas forcément à comment j'ai reconstruit cette fille, parce que ça me vient naturellement. Je ne peux pas vraiment expliquer ça. Ça me vient naturellement au sens où il y a des éléments qui m'ont tellement marqué que c'est comme ça que ça se construit, à partir de scènes vécues, et finalement qui étaient vécues comme des scènes déjà à ce moment-là. Mais ce qui est peut-être le plus troublant maintenant, c'est que je me dis, quels sont mes vrais souvenirs maintenant? Est-ce que c'est le souvenir du livre que j'ai écrit et les souvenirs tels que je les ai racontés, ou des souvenirs encore intacts, un peu à la Nathalie Sarraute, le tropisme qui bouge encore? Parce que maintenant que c'est figé, qu'est-ce qui me reste? Et d'ailleurs, pour reprendre Annie Ernaux encore une fois, elle dit que jamais elle ne raconte deux fois la même scène dans un livre ou un autre, parce qu'une fois que ça a été écrit, une fois que ça a été cerné, que ça a été mise en mots, c'est plus possible, on ne peut pas le raconter autrement, à son sens après, voilà. Mais voilà, moi c'est ça qui me troublerait plus, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a conservé? Parce que le but aussi d'écrire de l'autofiction, c'est de conserver, c'est de ne pas perdre, c'est une forme de nostalgie, et c'est consigné, c'est là, c'est pas perdu. Et en ce sens, c'est assez différent de Dubrovsky, puisque Dubrovsky, on a l'impression qu'en fait, chacun de ses romans dit presque tout. Bien sûr, certains se concentrent davantage sur certains épisodes, et puis au fil des années, de nouveaux épisodes s'ajoutent. Mais il y a des moments traumatisants qui sont partout. Hein, et dans de ces derniers livres, Un homme de passage, justement, on a l'impression que c'est une sorte de résumé, et parfois même, je dirais, de redite de ce qu'il a raconté ailleurs. Et je me suis d'ailleurs demandé si il était allé rechercher en fait ce qu'il avait écrit, ou si simplement c'était cristallisé de cette façon dans sa mémoire, à travers les mots qu'il avait lui-même employés. Mais c'est aussi donc c'est d'ailleurs l'un des défis de l'autofiction, parce que l'autofiction, écrire de soi, finalement, on a une matière qui n'est pas forcément limitée, parce qu'on peut faire rayonner cette matière de différentes façons, mais qui, quand même, quelque part, risque d'être répétitive. Et alors, je voulais en venir justement à cette question de l'écriture. Vous avez donc suivi un cours de creative writing, comme on fait aux États-Unis, donc à la fin du XXe siècle, à l'extrême fin. Et 20 ans après, vous prenez la plume, de sorte qu'une fille de passage
se termine un peu comme la recherche du temps perdu, hein, sur le passage à la rédaction. Plusieurs moments m'ont marqué dans la lecture de votre livre, notamment, comme vous l'avez dit, que votre livre Maestro arrive rue Vital chez Dubrovsky le jour même de sa mort. Tout se passe donc comme si il fallait que l'écrivain meure pour que l'écrivaine naisse. Hein. Ça, c'est déjà une coïncidence assez remarquable. D'autre part, l'héritage qu'il vous laisse, ce sont ses notes sur Freud, un livre non écrit, qu'il n'écrit jamais, même si on peut arriver à publier ces fragments. Le livre non écrit, et vous allez écrire, pas du tout d'ailleurs sur Freud, mais vous allez écrire à votre façon. Donc, il y a là aussi des échos assez importants. En revanche, votre écriture est très différente évidemment de celle de Dubrovsky. Hein. Bon, Dubrovsky, c'est quand même un homme du nouveau roman. Il a été marqué par ce type d'éclatement de l'écriture. Il a quand même une écriture très, très désarticulée. Vous avez une écriture nettement plus classique, je dirais plus limpide aussi. Hein. Une prose d'ailleurs très rigoureuse. Hein. On voit c'est une prose rythmée où les mots ont été calculés. Ça n'est pas du premier jet comme on a souvent l'impression chez Dubrovsky. C'est aussi une écriture beaucoup plus pudique. Hein. Bon, la verve exhibitionniste et puis Dubrovsko-centré qu'on trouve dans le corpus de Serge, bon, laisse place chez vous, au contraire, à une certaine réserve où on devine une sensibilité à peur de peau, mais très lucide, hein, toujours. Une lucidité qui est tempérée de modestie. J'aimerais que vous essayiez de caractériser pour nous votre écriture, mais aussi que vous parliez parce que ce que vous avez en commun également avec Dubrovsky, c'est un entrelacement des voix. Par exemple, citer des lettres, l'échange de lettres, qui le fait très souvent. Des lettres aussi qui ont été destinées à d'autres ou écrites par d'autres. Donc, parlez-nous de votre écriture. Oui, alors pour revenir à l'idée de entrelacement et en même temps à l'idée de legs, de ce qui m'a légué, je dirais que voilà, un jour, je lui ai demandé qu'est-ce que tu me laisseras après ta mort. C'était difficile de demander ça. Et il m'a dit, mais instantanément, mes notes sur Freud. Et je savais, parce qu'il en avait parlé bien avant, qu'il avait l'intention, s'il en avait le temps et l'énergie, d'écrire un essai à partir de ses notes. Et d'ailleurs, là, c'était extraordinaire parce qu'en les regardant, on voit qu'il comprend tous les détails des jeux de mots en allemand. Il lit en allemand, c'est en allemand, en anglais et en français. Hein. Donc voilà. Mais évidemment, à partir du moment où il m'a dit « je te les laisse », il savait qu'il n'allait pas l'écrire, ce livre. Et d'une certaine manière, ce livre que je n'ai pas écrit, je lui rends hommage, enfin qu'il n'a pas écrit et que moi je n'étais pas capable d'écrire, je lui rends hommage par la présence de Freud en fait dans ce texte, car les trois parties ont des titres qui sont des titres de Freud, donc voilà, l'avenir d'une illusion, l'inquiétante étrangeté, l'interprétation du rêve. Donc ça c'est ma manière en fait de faire un clin d'œil à ça. Mais pour ce qui est de l'écriture, je dirais qu'effectivement, mon écriture n'a rien à voir avec celle de Serge. Et pourtant, je me sens vraiment imprégnée de son écriture, dans le sens où, alors évidemment, je ne fais pas des jeux de mots, etc., mais je joue beaucoup dans la musicalité, je pense, qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement importante pour moi. Je joue beaucoup sur les assonances, les consonances, le sémantique et le phonétique un peu, voilà, pour retrouver
et je ne le fais pas parce que je veux lui rendre hommage, mais parce que c'est comme ça, et même dans Maestro, je le fais. C'est-à-dire que comme c'est musical, il y a forcément des petits jeux de mots ou des redondances volontaires. Et donc ça, pour moi, c'est ça qui est le plus frappant. En tout cas, je dirais ce qui me relie la famille d'écriture, c'est ça surtout. Et je pense que si on a encore un peu de temps, j'aimerais juste lire un tout petit passage qui décrit la manière dont mon personnage perçoit le style de Dubrovsky, et peut-être qu'on verra mon écriture en même temps. Alors, je me suis noté que c'était page 22. Donc, on parle là du livre brisé. J'étais sortie avec ce livre dans mon sac et je me souviens de la déflagration des premières pages lorsque j'étais rentrée chez moi. 20 premières pages impossibles, insurmontables, tellement elles étaient loin de la bienséance du théâtre classique dont le grand critique était pourtant l'expert. Ce rythme saccadé, ces jeux de mots, ces phrases qui se succédaient sans une virgule, sans même un point, sans une respiration, les majuscules soudain, et puis les longs blancs sur la page, les abysses, le brutal, enfin la densité encore, étouffante et opaque. Tout cela m'avait giflé, bousculé, tout cela m'avait repoussé. J'allais abandonner. Mais j'essayais encore, j'essayais. Je m'obligeais par déférence, je me collais à la tâche. Je l'avais cru mort, il fallait bien me racheter. Je m'obstinais tout en me demandant si ça allait encore durer longtemps comme ça, comme on demande d'excéder à des voisins bruyants. Ça va durer encore longtemps comme ça? J'attendais que son livre se calme, qu'il cesse de s'agiter dans ses détonations de calembours, dans ses débordements d'associations d'idées, de vides, de pleins. J'espérais me couler dans des mots tempérés, dans des phrasés sans cataclysme, dans des mouvements réguliers qui ne me détournent pas de l'histoire de cette femme à laquelle je commençais à m'attacher malgré les soubresauts, cette femme désespérée qui voulait un enfant, tandis que lui, l'auteur, le personnage, le grand critique n'en voulait pas. Cette femme, à son mari qui toute sa vie avait écrit, je le découvrais, non seulement sur Corneille ou sur Proust, mais sur les créatures qui avaient partagé son lit, cette femme rongée de jalousie avait lancé comme un défi « Écris sur moi, mais écris tout ». Et le mari avait obéi. Alors justement, écrire tout, c'est dangereux. Nous savons, et la fameuse émission d'Apostrophe avec Bernard Pivot l'avait rappelé à l'époque, nous savons donc que Ilse, qui avait demandé à Dubrovsky, son mari, de tout dire de leur rapport quand même extrêmement orageux, Ilse est tombée dans la dépression, en particulier lorsqu'elle était séparée par un océan de Dubrovsky, et est morte d'une overdose compliquée d'alcoolisme. Donc, tout dire, en un sens, Ilse en est morte. Et ça n'est pas la seule qui souffre d'ailleurs de lire. Hein. Lire est dangereux. Dangereux chez Dubrovsky et chez vous également. Par exemple, dans cette fameuse esquisse dont vous nous avez parlé, La Bonne Étoile, quand vous la faites lire à Dubrovsky, il est plutôt blessé, il n'est pas très content. Mais quand lui écrit à son tour sur Cécile, qu'il baptise, vous savez, ils sont assez souvent les noms féminins, qu'il baptise Céline, le nom est transparent, vous êtes aussi très déçu finalement de trouver Céline incluse dans une sorte de liste donjuanesque, et vous pensez que cela ne rend pas du tout justice à votre rapport vraiment très spécial. Et puis, il se livre à une critique peu amène de votre manuscrit de Maestro, et là encore, vous êtes même dévasté. Alors, donc lire est toujours dangereux, même si évidemment, chez Dubrovsky, il y a un aspect accusatoire, voire un aspect de règlement de compte parfois dans certains de ses livres, pas du tout chez vous, hein. Au contraire. Il y a aussi chez Dubrovsky beaucoup d'auto-accusation,
il bat sa coulpe. Bon. Chez vous, les choses sont beaucoup plus nuancées en un sens. Mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de cette question de la lecture. Et en appendice à cela, j'aimerais que vous nous parliez de vos lectrices particulières, qui est la troisième épouse de Dubrovsky, Elisabeth, avec laquelle vous êtes devenue amie et qui vous a encouragé à justement écrire Dubrovsky et qui a lu ce que vous écriviez. Donc, les lectrices. Oui, oui. Alors la lecture, oui. Effectivement, j'avais pour idée de ne rien cacher non plus, donc d'être dans la sincérité absolue. Mais cette expérience du premier texte que j'avais écrit où Dubrovsky apparaissait et que je lui avais soumis pour qu'il me donne conseil, j'avais absolument pas imaginé qu'il puisse être blessé parce que c'était lui. Et donc, alors évidemment, maintenant, quand je relis, je me dis, mais pourquoi je lui ai montré ça? C'était quand même assez violent, assez dur, assez... Voilà. Mais, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je m'en suis énormément voulu. Et ça a été une expérience très intéressante parce qu'après, quand j'ai vraiment commencé à écrire de manière plus régulière et intense, je voulais avoir cette idée de tout dire, mais le dire d'une manière douce. Et à un moment dans le texte, je parle de la voix de la douceur. Il me semble qu'on peut essayer de tout dire, et sans, parce qu'évidemment, si j'avais fait seulement l'apologie de ce personnage, ça n'aurait eu aucun intérêt. Comment on aborde dire tout un peu à la manière de Rousseau, dire comme vous disiez, mi bassa culpa, Dubrovsky parfois, ben oui, je dis je n'essaye pas d'améliorer mon personnage, je me dis tel que je suis, et ça c'est important. Seulement, il y a un enjeu quand on écrit sur soi. On sait très bien, en plus en ce moment, ce qui se passe en France sur les procès, etc., des familles. Bon, ça prend des proportions un peu énormes là. Mais comment faire pour écrire sans blesser et que ça ne soit ne pas blesser un vivant, mais pas blesser un mort non plus, parce que j'aurais voulu que s'il avait lu ce texte, il en soit heureux aussi. Mais évidemment, j'avais une lectrice privilégiée qui était la femme de Serge, à qui j'ai demandé l'autorisation d'écrire ce texte et qui m'a répondu: mais bien sûr, tu vas faire ce que moi, je ne vais pas être capable de faire, à même de faire, c'est-à-dire écrire sur lui. Mais bien sûr, par contre, il faut que tu écrives ton histoire. Ce n'est pas mon histoire que tu vas raconter, c'est la tienne. Quand je suis arrivée à la troisième partie, qui concerne finalement la toute fin de Serge, et un peu mes rapports avec Elisabeth, qui sont nés, ces rapports, plutôt après la mort de Serge, parce qu'il nous avait un petit peu éloignés l'une de l'autre. En tout cas, moi, je pensais que Elisabeth savait tout de ma relation avec Serge, et ce n'était pas tout à fait vrai. Et donc, quand j'ai écrit ce texte, j'ai forcément pensé à Elisabeth. Comment est-ce qu'elle va lire ce texte? Est-ce qu'elle va découvrir des choses? Est-ce qu'elle va être blessée? Moi, je lui avais dit tout, mais je ne lui avais pas dit la scène de la demande en mariage. Je ne savais pas comment lui en parler. Et donc, je me souviens très bien de ce coup de fil que j'ai fait en disant: écoute, voilà, tu vas lire le texte. Elle le lisait aussi au fur et à mesure. Hein, donc, mais cette dernière partie, je ne savais pas comment lui en parler. Et voilà, il y avait un enjeu. Mais en fait, on a compris beaucoup de choses, on a beaucoup parlé, et je pense qu'elle m'a dit aussi, et ça je le dis dans le texte, elle me dit: mais on ne peut pas épouser un homme comme Serge Dubrovsky si on est jalouse de ses femmes, parce qu'évidemment, on sait très bien que, voilà, donc c'est quelqu'un de tellement doux et de tellement compréhensif, et ça, on a créé une amitié extraordinaire à travers le fait de parler aussi de lui après sa mort, et puis l'écriture de ce texte. On a été en contact quasiment quotidien vers la fin de l'écriture, et voilà, donc
effectivement, il y a des enjeux de cet ordre. Mais après, il y a aussi donc ça, c'était ma lectrice privilégiée et d'ailleurs, je dois dire que j'ai fait une première version de cette troisième partie où elle était beaucoup plus présente. Parce que j'avais besoin de lui dire qu'elle était importante, même dans mon texte. Et c'était elle-même qui a dit « mais c'est pas mon histoire, raconte ton histoire ». Et gomme les passages où je suis trop présente. Donc ça, c'était intéressant, cette interaction avec ma lectrice première. Mais évidemment, quand on écrit sur soi, bien sûr qu'on se pose la question de ses proches, qu'est-ce qu'ils vont penser, des parents, évidemment, des amis proches. Et ce qui m'a assez surprise aussi moi-même, parce que je n'avais même pas mesuré ça, et avec Maestro déjà, c'est que beaucoup de mes amis m'ont dit « mais on ne savait pas tout ça. On ne savait pas que cette relation avec Serge avait été si importante, ou on ne savait pas que la musique avait tant compté pour toi quand tu étais enfant. Et moi, je ne savais pas que je n'en avais pas tant parlé. » Mais peut-être plus à propos de Serge, parce qu'il y avait une partie de moi qui n'assumait pas quand même d'aller passer mes samedis soirs avec un homme qui avait l'âge de mon grand-père. Oui, aspect aussi révélateur, bien sûr, de l'écriture. Je voudrais maintenant ouvrir la discussion et nous avons justement une question et je vais citer l'auteur de la question parce que c'est quelqu'un que vous et moi nous connaissons et je pense que certains collègues se souviennent de Jean-Michel Lamoine. Et Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Je vous remercie. Merci pour ce deuxième livre qui m'a beaucoup touchée et émue. Et il pose la question suivante. Question obligée, dit-il, pour moi qui aime tant ton écriture. As-tu commencé ton prochain livre? Et donc, c'est évidemment la question qui s'impose, d'autant que quand on écrit de soi, encore une fois, bon, la matière, même si elle n'a pas de limite, doit être quand même refondue, revue. Alors, est-ce que vous allez continuer dans la veine autofictionnelle, faire autre chose? Quels sont vos projets? Alors, j'ai souvent joué avec l'idée de faire autre chose, évidemment. Mais je ne me sens pas prête, ou ce n'est pas ce qui me vient, ce n'est pas ce qui est naturel pour moi. Pour l'instant, j'ai envie d'écrire ce qui m'habite, ce qui me hante. Donc, c'est toujours des histoires de hantise et voilà. Et ce qui me hante aujourd'hui, c'est qu'à 47 ans, je n'ai pas fondé de famille, je n'ai pas eu d'enfant. Et c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment dire je n'ai pas voulu d'enfant. Il y a des femmes qui disent je n'ai pas voulu d'enfant ou je ne veux pas d'enfant. Et puis des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfant parce que des circonstances médicales ou autres. Et moi, je dirais que je ne savais pas, j'avais peur en fait. J'avais peur de peut-être perdre ma liberté, mais il se trouve aussi que je n'ai pas forcément trouvé le père idéal pour fonder une famille. Et en fait, c'est ça qui m'habite en ce moment. Et donc, je veux écrire sur ça et je pense que ça pourra. C'est un sujet qui va toucher forcément des femmes qui ont eu des enfants, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Mais la difficulté d'écrire là-dessus, c'est que, encore une fois, ça touche de près à des liens proches, la famille notamment. Hein. Et aussi, là, l'autre difficulté, et ça, je m'en suis rendu compte en commençant à écrire ce texte, c'est que je n'ai pas de personnage fort. Je n'ai pas un Serge Doubrovski, je n'ai pas un Maestro, je n'ai pas un Mozart. Là, c'est moi, en fait. et ça me semble difficile. Voilà. Donc, et en plus, j'aimerais... je pense que beaucoup de femmes qui ont écrit sur elles-mêmes, sur le fait de... sur la maternité, que ce soit Linda Lay dont on parlait l'autre jour, que ce soit Camille Laurence, par exemple. Je pense que on parle de ne pas la perte d'un enfant. C'est un sujet très, très, très précis et qui est presque plus abordé sous l'angle presque de l'essai. Et moi, je voudrais que ce soit une histoire, mais qui ait aussi des choses universelles sur
sur la maternité. Un exemple serait que toute petite fille a mis un coussin sous sa robe et fait semblant d'être enceinte, je pense. C'est quelque chose d'universel parce qu'on s'imagine forcément qu'on aura un enfant. Et quand ça n'arrive pas et quand il est trop tard pour que ça arrive, c'est tellement étrange. Ça reste très étrange dans la société actuelle. Je pense qu'on est toujours un peu marginal. Et je voudrais à la fois parler de ces choses tout à fait universelles et en même temps une histoire singulière. Et donc, pour l'instant, je l'écris comme on fabrique un gâteau d'anniversaire un peu à plusieurs couches. C'est-à-dire, j'écris d'abord la couche des histoires d'amour qui n'ont pas mené à la maternité. Et puis après, on verra les autres aspects. Voilà. Donc, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que sur cette dernière note, nous vous souhaitons bien sûr beaucoup de succès avec ce prochain enfant quand même. Hein. Vous savez, la métaphore de la gestation du livre est presque aussi vieille que les livres. Hein. Donc, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise. Et puis, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous après tant d'années et de faire ce travail de mémoire qui n'est pas du tout un travail de deuil, hein, ici au contraire, mais quelque part il y a eu cet hommage à cet écrivain absolument extraordinaire, hein, Serge Borovski, mais c'est aussi en un sens une entreprise tellement optimiste hein, que de voir des écrivains qui se développent et nous attendons donc le prochain livre. Merci beaucoup Claudie et puis merci de m'avoir accueillie à la Maison Française, j'en suis très très touchée. Merci. Et merci à notre public, merci à François Nudelman et à Francine Goldenhaar et à Sophie Louboumier qui nous ont reçus et qui ont assuré en ce qui concerne les deux dernières la logistique de cette émission. Oui, merci à tous. Au revoir. Au revoir.